Bonsoir à toutes et tous. Le son est un peu fort peut-être dans la salle. Donc nous sommes le jeudi 19 juin 2025, il est 18h30, on va pouvoir entamer cette séance de conseil municipal. Je rappelle qu'elle est diffusée en direct sur Facebook, si des personnes en public sont gênées par le fait d'être transmises, peuvent se placer dans la galerie où il y a un écran et puis le son visiblement qui fonctionne bien, qui leur permettra de suivre. Je vais laisser la parole à Mme Charlet pour faire l'appel. Bonsoir à tous. Monsieur Desmond. Présent. Moi-même. Monsieur Moreau donne pouvoir à Madame Caron. Madame Frasca demande pouvoir à Madame Charlet. Monsieur Dogimon. Présent. Monsieur Ferenc. Présent. Madame Caron. Présent. Monsieur Himmer. Madame Dehain. Monsieur Gambier. Présent. Madame Tabé. Monsieur Di Sassini qui donne pouvoir à Monsieur Himmer. Madame Urbagnac qui donne pouvoir à Madame Dehain. Monsieur Caleras. Présent. Madame Ducatillon. Monsieur Dufour. Madame Doisy. Monsieur Dutombeau. Madame Capron. Alors, monsieur aussi donne pouvoir à Monsieur Dutombeau. Madame Deville. Monsieur Michon. Madame Parneski qui donne pouvoir à Monsieur Michon. Monsieur Mascarte. Madame Mazur. Monsieur Verret. Madame Poulain. Madame Kérard. Et Monsieur Bettini qui donne pouvoir à Madame Poulain. On est terminé. Merci. Donc, je vous propose également que Mme Charlet assure le secrétariat de la séance si vous n'y voyez pas d'objection. C'est bon. Merci. Alors, la première délibération, c'est l'adoption du PV du conseil municipal précédent, celui du 10 avril 2025. Est-ce qu'il y a des remarques? Monsieur Michon, lève la main. Oui, avant de venir aux remarques, nous en avons plusieurs, nous sommes plusieurs à les présenter. Je voudrais vous faire part du message de Madame Parneski, qui est adressé bien évidemment à Monsieur le maire, Monsieur Laurent Desmond, et aux membres du conseil municipal. Elle tenait à préciser qu'en décembre 2024, le comité syndical du SMTD a voté le calendrier pour l'année N+1, c'est-à-dire pour 2025. Le 14 mai 2025, les membres du SMTD ont reçu un message pour reporter le comité syndical du mardi 17 juin au jeudi 19 juin, dont, monsieur le maire, vous avez eu copie, puisque vous êtes membre du comité syndical. Elle trouve particulièrement navrant que vous puissiez faire un conseil municipal le même jour que le comité syndical dont vous êtes membre. De ce fait, et en tant que vice-présidente du SMTD, elle ne peut pas assister au CM, et elle le regrette beaucoup, et elle tenait à préciser publiquement pourquoi. Merci. Très bien, effectivement, on a vu le calendrier, nous on avait estimé qu'on ferait un conseil municipal sans doute le 19 juin quand on a bâti ça à la fin de l'hiver. Entre deux, on a eu cette information. Donc nous, avec Sébastien Ferenc, qui est mon suppléant au SMTD, on a prévenu qu'on ne pourrait pas être là ce soir et on a même indiqué que sans doute ce serait le cas d'Anne Parneski. Je comprends tout à fait que sa place ce soir est en tant que vice-présidente au syndicat des transports. Après, les contraintes de calendrier font que les autres jeudis posaient des soucis. On a préféré rester quand même sur un jeudi. Je suis étonné de votre réponse, puisque à la commission Grand Projet, quand vous avez donné l'éventualité du conseil municipal du 19 juin, c'est-à-dire d'aujourd'hui, vous n'avez pas été aussi affirmatif. Vous avez dit non, parce que tant que la convocation n'est pas partie, on se réserve toujours le droit. On a hésité à le décaler au jeudi 26. Voilà. Là, vous affirmez que c'était prévu d'avance, etc., que c'était intangible. C'est pas ce que vous nous avez dit à la réunion de la commission Grand Projet. Okay. Alors, cette remarque étant faite... nous en avons d'autres. Allez-y sur les autres. Sur le PV. Alors, sur le PV par lui-même, page 3, disons qu'on vous avait interpellé au dernier conseil municipal concernant des divergences par rapport à des chiffres.
Hein. Oui, sur les ratios. Sur les ratios, oui, tout à fait. Vous deviez nous transmettre, on va dire, la résultante, on va dire, des recherches, le cas échéant. Et bah, écoutez, à ce jour, nous sommes surpris. Hein, nous n'avons eu aucun document, aucune explication. Tout à fait. Alors moi-même, je l'avais immédiatement signalé aux agents concernés. Donc j'ai relancé il y a quelques jours et j'ai une réponse que j'ai pas eu le temps de vérifier et valider, donc je vous l'ai pas transmise, mais vous l'aurez demain une fois vérification faite. Donc il y avait une explication sur les ratios qui effectivement n'étaient pas les mêmes entre le compte de gestion donc de la perception et le document que vous avez envoyé. A priori, on a trouvé l'explication. Non, mais je vous dis, je l'ai reçu le mail en début d'après-midi. J'ai pas pu le consulter, vérifier, mais j'imagine que c'est la population retenue qui n'est pas la même. Mais enfin, a priori, c'était pas ça puisque le chiffre était repris. Donc, je vais pas vous répondre. Vous l'aurez et on pourra en reparler à la prochaine commission des finances. Monsieur Michon. On va vous parler de la page 47 et 48. Il s'agit des pénalités de retard au moment des commandes des repas en restauration scolaire. On avait souhaité avoir un bilan, hein, qui nous avait été promis d'ailleurs quand vous reprenez les pages, que nous n'avons pas eu non plus. Et là, ça ne dépend pas du percepteur. Hein. Non, alors ça dépend de l'éditeur du logiciel et de nos services. Au début, on m'a dit que c'était pas possible de le trouver, il fallait aller dans chaque facture. Finalement, il y a une solution qui a été trouvée au pôle jeunesse, pareil, qui a été trouvée tardivement consolidée. On a l'éditeur qui était en mairie ce matin dans le cadre d'une réunion de bilan sur l'école aussi, on a pu en reparler. Donc voilà, en tout cas, il y a eu une forte baisse, on vous donnera les chiffres précis, il y a une forte baisse du nombre de personnes qui sont concernées par ça, parce que maintenant que le rodage a été fait, voilà, le pôle jeunesse fait l'arbitre en fait entre les raisons légitimes d'enfants malades ou autres, et puis les purs oublis où au bout d'un moment il y a un abus, enfin on peut tolérer un oubli ou deux, donc voilà, ça concerne a priori plus qu'une douzaine de familles qui sont régulièrement concernées par ça, sur les presque 800 enfants je crois qui mangent à la cantine de Oisier. Mais vous aurez un bilan, c'est pas un oubli, c'est que voilà, depuis le 10 avril on n'a pas pris encore le temps nécessaire de rassembler tous les éléments, et on a eu un problème logiciel pour ça. On en reparlera sur un autre sujet tout à l'heure. Oui, bonsoir à tous. Je vais revenir sur la page 37. On n'a pas eu non plus la convention d'objectifs et de financement avec l'US mineur, puisqu'il manquait l'annexe. Ouais, Là, c'est pas un problème d'éditeur, c'est pas un problème de service, voilà, c'est juste que vous n'avez pas lu le PV et que vous ne l'avez pas envoyé. Si, ouais, mais j'assume, je suis maire, j'ai relu le PV, j'ai donné consigne, j'apprends que vous l'avez pas encore eu, mais vous l'aurez. Très bien. Et j'avais une autre remarque, puisque lors du dernier conseil municipal, donc on était le 10 avril, hein, j'avais attiré l'attention de l'Assemblée sur une modification substantielle du projet éducatif entre la version présentée en mars et puis celle qui avait été soumise au vote, à savoir le passage d'un engagement clair en faveur de la qualification des agents. On parlait de mention de CAP petite enfance et de BAFA. À une formulation, on est passé à une formulation beaucoup plus floue dans la deuxième version, puisque vous évoquiez seulement une facilitation de la formation via le CNFPT. Je reprends les termes qui ont été votés le 10 avril. Je vous avais alors interrogé sur ce retrait explicite finalement de l'objectif de professionnalisation des agents qui interviennent sur la pause méridienne, et vous m'avez répondu que ce point serait vu avec les techniciens et qu'une réponse serait apportée. Monsieur Dogimon, vous m'aviez d'ailleurs reproché à l'époque de ne pas avoir posé clairement la question lors de la séance du 10 avril dernier, mais je vois qu'un mois et demi plus tard, vous n'avez toujours pas apporté de réponse. Ben, vous pouvez ne pas attendre le prochain conseil municipal et vous pouvez l'apporter entre deux. Hein. On voit la stratégie, mais c'est bien, ça montre quelle est votre stratégie. Donc voilà, je vais quand même reposer la question pour que tout le monde ait bien le contexte. C'est quel est votre objectif précis en matière de qualification des agents qui encadrent la pause méridienne? Est-ce que vous souhaitez réellement engager une démarche de formation qualifiante ou seulement des modules de CNFPT qui sont non diplômants? Et surtout, comment comptez-vous garantir la qualité de l'encadrement des enfants sur ce temps sensible si aucune exigence de qualification n'est formalisée? Oui, c'est bon. Alors, Madame la conseillère, c'est vrai, le CNPT ne délivre pas de BAFA ni de CAP petite enfance, mais il propose des formations adaptées aux missions d'encadrement, et c'est cela qu'on met en place. On ne veut pas exclure, mais accompagner les agents en valorisant leur expérience, avec des formations ou même une VAE, ou un BAFA si certains veulent aller plus loin. L'idée, c'est de monter en compétences, pas de stigmatiser. On avance avec les équipes et pas contre elles.
Et je vais compléter en disant que c'était aussi à l'ordre du jour. On a pu en discuter ce matin on a passé la matinée sur une réunion d'échange avec l'éducation nationale, les enseignants, les éducateurs sportifs, les directeurs d'école évidemment. Et ça a été, voilà, on voit que c'est pris en main par tout le monde pour que ça soit le cas. Je vais citer d'autres villes aux alentours où il a fallu 5 ans pour que on arrive à un résultat satisfaisant. Donc effectivement, dans le PEDT, c'est peut-être pas très contraignant, mais la volonté, elle est là malgré tout. C'est bien. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur ce compte PV, Monsieur Michon? Allez-y. On continue les oublis. Page 50-51, la convention territoriale globale avec la CAF. Vous avez expliqué que le document n'était pas rédigé, mais qu'une fois qu'il serait, vous l'aurez eu. On n'a pas de nouvelles. A Il n'est priori, toujours pas rédigé. bah voilà. C'est quand même embêtant de mettre des délibérations sur C'est des des documents. délibérations de principe. Vous savez, on est 35 communes. Le temps que les 35 villes passent la délibération de principe pour l'accepter, donc on vérifiera. Mais a priori, on avait passé la consigne de surveiller aussi quand elle serait donnée par la CAF. Voilà, en 2 mois, vous le savez, les organismes comme cela, c'est pas forcément si rapide d'avoir les choses. Mais non, en principe, il y a un délai. Hein. oui, Si au bout de tel temps, il n'y a pas eu de délibération, le principe, c'est que c'est adopté tel quel. Donc, oui, bah, le principe reste adopté. Donc, bah oui, mais ce serait quand même intéressant d'avoir le document. Hein. Donc, ces remarques étant faites, est-ce qu'il y a d'autres... Oui, donc on est bien précis, il n'y a pas de document. Je n'ai pas connaissance d'un document. Il n'y a pas de document. Je n'ai pas connaissance d'un document. Au PV du conseil municipal, Mme Charlet, qu'il n'y a pas de document. On acte que je n'ai pas connaissance d'un document que la CAF nous aurait fourni. S'il y en a un, vous l'aurez. Alors, est-ce qu'il y a d'autres remarques? Donc, c'est plus des remarques de complément sur la forme, les virgules, les phrases, tout va bien. Donc, on va passer au vote. Qui est contre ce PV? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, il est adopté à l'unanimité. Il n'y a pas de rectification de texte, il y a des compléments. Merci. Alors, le point suivant, c'est la constitution de la liste préparatoire des jurés de la Cour d'assises du Nord pour l'année prochaine. Donc, c'est comme régulièrement, il faut tirer au sort sur les listes électorales des électeurs qui pourraient être amenés à être sollicités par tirage au sort à nouveau par la Cour d'assises pour être jurés. Donc, ça sera à partir du logiciel élection qui sert au service à la population de la commune. Donc, il faudrait simplement que 2 personnes soient désignées, un du groupe majoritaire, un de l'opposition, pour qu'ils puissent aller avec l'agent concerné, faire le tirage au sort, assurer que ça se passe correctement. En attendant, par oral, tout au moins donner pouvoir à quelqu'un d'autre s'il y a des votes à faire, et puis nous rejoindre juste après. Donc, je sais qu'au niveau de la majorité municipale, c'est Jérôme Dutombeau qui le fera. Au niveau du groupe Agir et Engagé pour Oisier, Madame Mazur, d'accord, très bien. Je vous laisse en compagnie de Madame Watley pour faire ça. Je dis tout de suite aussi, parce qu'on a eu une remarque qu'on diffuse sur Facebook, les noms des personnes ne seront pas indiqués à la fin. Par contre, bien sûr, les conseillers municipaux pourront les consulter, mais on les énumérera pas, ils n'apparaîtront donc pas au PV, ils ne seront pas diffusés sur Facebook, puisqu'on n'a pas l'accord des gens concernés de diffuser leurs noms sur Internet. Et ce qui est le cas, d'ailleurs, peut-être dans une délibération qu'on verra tout à l'heure aussi. Donc, il n'y a pas de vote, hein, voilà, on constitue la liste et elle sera fournie tout à l'heure. La délibération suivante, c'est de proposer d'adopter la charte ville aidante Alzheimer. Vous avez le document, hein, c'est un simple recto verso qui donne quelques répartitions entre France Alzheimer, donc sa branche nord qui a son siège à Douai, et puis la ville de Oisier. Donc quelques villes commencent à le faire, donc ça va évidemment en lien avec la fête de la Gaillette qu'on a pu faire sur le sujet avec les maladies d'Alzheimer et apparentées. Et on est ville aidante Alzheimer, et donc il y a le mot aidant qui est là aussi, puisque l'accent est mis pour aider les personnes à faire face à cette maladie. Donc il y a les aidants, comme ça a été évoqué régulièrement sur ce sujet-là, qui peuvent être très fatigués et qui peuvent oublier leur santé à eux parce qu'ils se dévouent pour quelqu'un de très proche qui a cette maladie. Donc voilà, des associations comme France Alzheimer aident pour la recherche, mais aident beaucoup aussi pour aider les aidants. Et du coup, nous, au niveau de la commune, donc c'est
penser à ces personnes-là, en plus des malades évidemment, mais aussi aider les publics concernés. Donc dans certaines villes, quand il y a une police municipale, ça peut être utile, c'est pas le cas à Oisier, mais aussi au niveau du CCS, au niveau des services, on peut être confronté à cette maladie et de savoir comment la gérer. Donc pour l'instant, à part la Gaillette elle-même, il n'y a pas eu d'action menée, puisqu'on attendait aussi de mettre en place cette charte, mais l'idée c'est de faire quelques actions dans les années qui viennent pour travailler sur ces sujets-là. Je rappelle que cette maladie touche 900 000 personnes en France, et il y a une personne sur 6 de plus de 75 ans qui en est victime. Voilà, donc je ne veux pas lire le document, je ne sais pas s'il a été affiché, enfin en tout cas il est dans vos dossiers. Est-ce qu'il y a des remarques avant de passer au vote? Madame Poulain? Oui, effectivement, cette charte, c'est une avancée positive, puisque c'est essentiel qu'on s'inscrive quand même dans une dynamique plus inclusive et être attentif aux fragilités qui sont liées à l'âge ou à la maladie. Mais en lisant cette charte, on peut quand même pas s'empêcher de noter que les engagements restent relativement souples, puisque, je cite, la commune s'engage à mener au moins une action parmi une liste non contraignante, qui est à adapter selon ses moyens. Bon, c'est plus une intention de principe qu'un engagement structurant pour la ville, néanmoins, ça reste une avancée. Et je vais revenir aussi, puisque ça contraste évidemment avec l'action de sensibilisation concrète qui a eu lieu le 1er juin et qui a rassemblé autour de la maladie d'Alzheimer et de ses impacts sur les familles. Et à ce titre, je tenais à en profiter pour saluer l'association Human Health et en particulier Monsieur Philippe Prudhomme et ses équipes, dont l'engagement et la détermination ont permis de donner sens à cette démarche le 1er juin dernier. Et puisqu'il faut rendre aussi à César ce qui est à César, cette marche solidaire, les stands d'information, la collecte de dons, c'est de l'action concrète, c'est de l'action forte, voilà, sur le terrain. Et c'est ce type d'initiative que nous devons encourager, soutenir, faire connaître, parce que si la commune signe aujourd'hui une charte, c'est d'abord les acteurs de terrain qui agissent chaque jour, au contact direct des familles, des aidants, des malades. Et je vais en profiter aussi pour rappeler qu'il existe à l'échelle de notre territoire une plateforme d'accompagnement et de répit des aidants à Douai, qui propose un accompagnement psychologique, administratif et social. Et là encore, veillons à ne pas multiplier les dispositifs sans articulation, mais plutôt à soutenir ce qui fonctionne, ce qui est utile et ce qui est humainement essentiel. Donc si cette charte, elle peut être un levier pour aller plus loin, et allons-y. Ne signons pas simplement pour cocher une case, c'est tout ce qu'il fallait éviter, et donnons un véritable cap en nous appuyant sur les forces vives du territoire, et notamment l'association Human Health pour la reciter, en construisant avec elle des projets concrets, accessibles et durables. Voilà, merci. Merci pour votre intervention que je partage totalement. Est-ce qu'il y a... Monsieur Mascar? Une petite question concernant, on va dire, la matinée. Je m'étais personnellement excusé, moi, auprès de M. Prudhomme. Nous n'avons eu aucun écho sur la collecte de fonds approximative. L'année dernière, je crois qu'on l'avait eu assez rapidement par rapport à ce qui avait été donné en don. Cette année, aucune info. Ouais, alors c'est vrai qu'on n'a pas encore fait le décompte. A priori, on est à moins que l'an dernier, ça je peux déjà vous le dire. Il y a eu moins de dons spontanés le matin pendant la marche, mais on n'a pas encore fait les comptes. On les fera, même dans le journal municipal qui va sortir, on ne revient pas sur ce point-là pour le moment. Ouais, on avait parlé de plusieurs milliers d'euros, enfin voilà, on ne sait pas si ça va être 3 4 000, ça va être à peu près dans ces environs-là. Ouais, donc en conclusion, peut-on dire aujourd'hui qu'il est utile de faire ce genre de manifestation avec la fête locale de la Gaillette? Voilà. Je pense que si on fait pas ça dans un cadre où on fait venir du monde, on aurait malheureusement beaucoup moins de dons. C'est voilà. Après, du coup, ça contraste peut-être avec les propos de votre colistière. Alors, ces remarques étant faites, je pense qu'il n'y a pas de souci pour adopter cette charte, donc on va le faire quand même à main levée. Donc, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, donc c'est adopté à l'unanimité. Merci à vous. Je passe la parole à Mme Charlet pour la délibération 4. Alors, délibération 4, en date du 3 mai 2025, un agent communal a sollicité l'octroi de ce prêt pour l'achat d'un bien immobilier. Donc, il est demandé à l'Assemblée de valider. Voilà, donc c'est à ça que je fais référence. Les conseils municipaux ont vu le nom de l'agent concerné dans le dossier. C'est pas forcément quelque chose qu'on va diffuser plus que ça sur Internet. Ça fait suite donc à la délibération cadre, et là on l'a fait spécifique pour cette personne.
Pas de remarques, pas de questions, pas de problème. Donc, qui est contre, qui s'abstient, pardon, qui est pour. C'est adopté à l'unanimité. Merci. Et Monsieur De Gimon pour la numéro 5. Merci, monsieur le maire. Donc, je présente aujourd'hui une délibération concernant la modification des horaires d'ouverture au public de la bibliothèque municipale de Oisier. Plusieurs éléments justifient cette proposition. Alors, un premier élément, c'est un élargissement des missions de la bibliothèque. En plus de l'accueil du public, la bibliothèque développe aujourd'hui des actions de médiation, des animations culturelles et surtout un travail accru avec les scolaires. Ces missions nécessitent du temps de préparation et des créneaux d'accueil dédiés, en dehors des horaires d'ouverture classiques. Deuxième élément, un partenariat structurant avec la médiathèque départementale, approuvé par la délibération en date du 20 mars 2025, qui prévoit notamment l'organisation de plages horaires spécifiques pour l'accueil des classes, le travail interne, donc qui comprend le catalogage, la préparation d'animation, la gestion des collections, etc. Et un troisième élément, une situation actuelle déséquilibrée. La bibliothèque de Oisier présente aujourd'hui une amplitude horaire d'ouverture au public beaucoup plus large que la majorité des bibliothèques de notre secteur. Cette situation ne tient pas compte du temps indispensable au bon fonctionnement interne ni des besoins des publics scolaires. Pour répondre à ces nouveaux enjeux, tout en assurant un service de qualité à l'ensemble des usagers, nous proposons une révision des horaires. Donc le lundi conservera donc là on fera la fermeture à défaut du 8h30 midi et 13h30 17h30 actuellement, ce sera une fermeture au public pour toute l'année. Le mardi de 8h30 à midi et de 13h30 à 17h30, le mercredi de 8h30 à midi et de 13h30 à 17h30. Le jeudi, nous aurons plus une ouverture de 8h30 à midi au public, mais fermeture le matin hors vacances scolaires. Lorsqu'il y aura les vacances scolaires, ça sera ouvert comme précédemment le 8h30 à midi et de 13h30 à 17h30. Le vendredi de 8h30 à midi, 13h30 à 17h30 et le samedi de 8h30 à midi. Ces ajustements permettront de mieux concilier l'accueil du public, travail de médiation et coopération avec les écoles, tout en assurant une gestion professionnelle de ce service. Donc je demande de délibérer pour la modification de ces horaires. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Pas de souci. J'entends dans le public, c'est scandaleux, donc je ne sais pas s'il y a des remarques qui vont être relayées par le conseil municipal. Donc voilà. Alors je précise qu'on n'est pas obligé de le passer en conseil municipal, mais on a préféré le faire pour pouvoir expliquer ce que vient de faire très bien Frédéric De Gimon. Je vais réagir quand même par rapport au scandaleux, d'habitude je ne réagis pas par rapport aux choses du public, mais je pense que ça n'a pas été compris. On ne retire pas ni des employés, on n'enlève pas des horaires aux employés. C'est pour vraiment amener les meilleures actions et qu'ils puissent vraiment préparer. C'est une demande en même temps, et c'était des remarques donc de notre partenaire maintenant, la médiathèque départementale. Nous avez fait remarquer que on ouvrait trop et ça ne permettait pas assez aux employés de pouvoir préparer les actions. Donc comme il y aura une multitude d'actions maintenant qui vont être entreprises avec des nouvelles actions très intéressantes avec les prêts qu'on va pouvoir obtenir avec la médiathèque départementale, c'est vraiment pour faire un service de plus grande qualité. Je tiens à assurer aussi que, ne serait-ce que ce matin, on a assuré aux professeurs qui le souhaitaient à utiliser encore la bibliothèque sur les moments. Là, c'est une fermeture au public, mais la bibliothèque en interne sera ouverte. Et les professeurs pourront, si besoin, s'y rendre si vraiment ils ont des nécessités. Voilà, donc c'est fait en partenariat aussi avec les écoles. C'est même pas des nécessités, c'est-à-dire que le jeudi, c'est privatisé pour les écoles, comme ça, il n'y a pas de mélange avec le public. Et le lundi, par contre, ils peuvent venir pour des ateliers de lecture sans problème, ça a été discuté. Alors, on passe au... Madame Poulain, finalement, une remarque? Pas une remarque, mais une interrogation. Je note que nous avons une nouvelle conseillère municipale, ou que les interactions avec le public maintenant sont autorisées. Je ne sais pas par quel biais prendre cette intervention. Ah non, mais j'ai pas cité la personne du public, j'ai juste entendu le mot scandaleux, j'étais surpris, parce qu'en général, quand ça provoque quelque chose dans le public, il y a toujours un conseil municipal pour le relayer, donc surtout vu la personne. Voilà. Alors, qui est contre? Donc personne n'est contre, qui s'abstient, qui est pour? Donc c'est adopté à l'unanimité. Merci. Je redonne la parole cette fois-ci à Madame Charlet sur le contrat d'apprentissage, la 6. Effectivement, c'est concernant le contrat d'apprentissage. Donc vous voyez l'intitulé, tout le descriptif est bien noté dans le document. Le CNPT accompagne les collectivités territoriales en prenant en charge une partie de financement de la formation.
c'est pour les jeunes. Donc, il y a 3 critères d'âge, notamment des personnes assez jeunes, et après, vous avez des personnes, donc des moins de 18 ans, des 18 à 20 ans et de 21 ans à 25. Et la tranche des 21 ans à 25, c'est celle que nous avons retenue. Donc, ça concerne un contrat d'apprentissage qui se ferait à la rentrée scolaire 2025 au service d'accueil, pôle service de la population, à la population. Et cette durée de formation serait de 2 ans. Ensuite, vous avez aussi, concernant la rémunération, à partir du 1er mars 2025, les contrats sont conclus à partir du 1er mars 2025, assujettissement de 50% du SMIC. Donc, c'est assez avantageux. Donc, ces contrats sont conclus avec un résumé de contrat signé. Le salaire de l'apprenti est exonéré de cotisations sociales dans la limite de 50% du SMIC, le SMIC étant à 11,88 €. La part du salarié mensuel brut de la pratique qui dépasse le montant reste soumis à cotisation. Par contre, il est exonéré également de la CSG et CRDS. Notamment, par contre, il y aura un problème c'est pas un problème de financement à l'affiliation de la caisse retraite pour ces jeunes. Voilà. Et qui serait l'IRCANTEC. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions, Monsieur Mascart? Oui, concernant le recrutement, ça va se passer comment? Il va y avoir un appel, c'est-à-dire sur le site de la ville ou autre, ou bien c'est déjà un emploi réservé? Question que je pose. Oui. Oui, les candidatures se passent de façon classique, assez ouverte. Je ne sais pas si c'est sur emploi territorial ou autre chose, mais en tout cas, oui, tout à fait. ça se fait de la même façon. Non, puisqu'on délibère ce soir. Et ça a recueilli un avis du CST favorable mardi après-midi. Et du coup, je crois que ça a été évoqué, mais on a une aide financière du CNFPT, on l'avait demandé pour 2, on en avait pour 1, ce qui est déjà pas mal, parce que c'est pas toujours le cas. Monsieur Michon? Oui, quel est le problème pour la caisse de retraite? Il y a un problème, c'est... Quel est Le problème sur la caisse de retraite, c'est quoi? C'est pas un problème, c'est pour vous dire qu'il est exonéré de charges sociales, y compris la CSG, sauf la retraite. Il va cotiser à la retraite, c'est tout. Donc, ah non, mais c'est pour vous le dire. Je vais dire, il y a une exonération, mais il y aura une partie de... J'avais pas compris que dans ce sens-là, c'est pour ça que oui, j'étais étonné. C'est pas un problème, c'était pour le dire, une exonération de charges salariales, enfin sociales, mais en soi, il cotise quand même pour la retraite. C'est utile pour lui. C'est utile pour lui. Oui, c'est le principe décidé par l'État, il n'y a pas de problème. Tout à fait. Qui d'ailleurs ne rembourse jamais à la sécurité sociale les exonérations qu'il décide. Et ça, c'est autre chose. Alors, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, c'est adopté à l'unanimité. De peur d'oublier tout à l'heure, je vous dis juste que les conseillers sont venus avec la liste des jurés titulaires et suppléants. Donc, ça a été fait sur tirage au sort. Donc, j'ai bien une liste avec 6 titulaires et 12 suppléants. Donc, elle sera à disposition des conseillers municipaux en sortant s'ils veulent la consulter. On a donc, alors Madame Charlet, sur une série de délibérations ressources humaines à nouveau. Alors là, ça concerne les assistants d'enseignement artistique, 2e classe, à temps non complet, à raison de 8 heures par semaine. Création à partir du 1er septembre 2025. Pour la musique, là, c'est la discipline piano. Donc, c'est une création à partir du 1er septembre. Alors, chez hiérarchie, vous voyez, c'est marqué B à temps non complet à raison de 8 heures hebdomadaires. C'est habituel, hein, pas de questions, pas de remarques, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc c'est adopté à l'unanimité. La numéro 8. La même chose, là c'est le piano jazz. Donc là c'est 2h30 hebdo pour la période du 1er octobre au 30 septembre 2026. Pas de remarques. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? C'est adopté à l'unanimité. La 9. Donc on change d'instrument, la guitare classique, donc à raison de 5h30
hebdomadaire pour la période du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026. Pas de problème. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc adopté à l'unanimité. La 10. Et là, c'est au tour de Trompette. Donc 8h30 hebdo, 1er octobre 2025 au 30 septembre. Pas de question non plus. Pas de question non plus. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc c'est adopté à l'unanimité. Merci pour ça. On sort de l'artistique, il me semble, pour la 11, mais toujours même Charlet. Donc là, c'est pour faire, ça concerne un emploi permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité aux ressources humaines pour la période du 1er septembre 2025 au 31 août 2026. Un contrat à durée déterminé pour une durée de 12 mois. Des questions? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? C'est adopté à l'unanimité. Merci. La 12, toujours RH. Là, ça concerne la source bleue. C'est la personne qui travaille, qui a déjà un emploi à Montpereau. Et puis là, on agrandit un peu la fourchette. Donc, c'est 2 heures hebdo. Donc, ça fait 8 heures par mois. Et donc, en fonction des besoins à la source bleue. Pas de remarques? Création à partir de septembre 2025. Pour le gardien. C'est quelqu'un qui est sur place, qui est connu, qui connaît bien le bâtiment, et effectivement, il était plutôt à 5 heures, il me semble, par mois, et là, ça augmente un peu, sachant qu'il arrive parfois qu'il faisait déjà plus d'heures, donc il était payé on lui payait ses heures, bien sûr, mais là, on le rassure un petit peu en augmentant sensiblement son nombre d'heures garanties. Et du coup, nous, c'est très pratique d'avoir quelqu'un sur place, en plus des nombreux passages que nous y faisons aussi. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc c'est adopté à l'unanimité, merci. Et donc là, on va passer à la logique des ACM et de la source bleue, mais côté contrat et animation, et je vais laisser la parole à Frédéric de Gimont pour ça. Merci, oui, pour un ensemble de différentes délibérations. Donc, dans le cadre de l'organisation des ACM et des colonies de vacances 2025, il est nécessaire d'actualiser les forfaits journaliers de rémunération des personnels encadrants sous contrat d'engagement éducatif. Cette mise à jour concerne la délibération du 6 juin 2024 et vise à intégrer de manière plus précise le temps de présence réelle des agents, ainsi que le temps de préparation et de rangement. La nouvelle grille tient compte donc des missions exercées, donc directeur adjoint, animateur, du niveau de qualification, les BAFD, BAFA, stagiaires ou non diplômés, et du type de journée, avec ou sans garderie, avec soirée unité, séjour spécifique comme Gravelines ou Palavas. Les montants journaliers bruts varient selon ces critères. Donc, par exemple, un animateur diplômé BAFA percevra entre 95 € et 129 € bruts par jour selon la nature de la journée. Et un directeur BAFD pourra percevoir jusqu'à 163 € bruts par jour lors des colonies de Melbuisson. L'objet de cette délibération, donc, c'est pour valider cette nouvelle grille appliquée au personnel éducatif pour les ACM des colonies 2025. Monsieur Michon. Oui, en dehors que, effectivement, ce tableau, bien le bonjour à la RH sur les pointages, faut bien rigoler. S'il y a un ou deux mauvais pointages pendant ce séjour, les réclamations vont retomber un peu de partout, et quelquefois pour à peine 1 € par jour, c'est quelquefois, c'est une appréciation personnelle. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, quoi, hein. Mais notre question, elle pose surtout sur la journée, le prix de la journée, entre Palavas-les-Flots et Malbuisson. Ce sont des séjours extérieurs à la ville, donc où les gens qui sont là-bas sont employés à 100% pendant nuit et jour, je dirais, sauf le roulement du jour de repos obligatoire. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi on est moins payé quand on va à Palavas-les-Flots que quand on va à Malbuisson. Puisque là, il n'y a pas une question de repas, de trucs, ils sont tous dans la même situation, et je comprends pas pourquoi il y a une différence de prix. Alors, si vous pouvez être gentil de nous l'expliquer. Au passage, quand même, je tiens à le redire, beaucoup de questions ne seraient pas posées si les commissions se réunissaient. J'entends.
Alors, je vais vous répondre. Je remercie vraiment donc du coup les ressources humaines vraiment sur le travail qui est effectué. C'était une forte demande des directeurs et des animateurs sur vraiment que le travail soit pris en compte, parce que parfois certains faisaient des garderies, c'était pas pris en compte, donc c'est tout un travail de mérite salaire. Et concernant le séjour Palavas et le séjour de Malbuisson, sur Malbuisson, on est sur vraiment une grosse structure avec voilà, le directeur, il assure vraiment sur avec 40 enfants, du personnel de service beaucoup plus nombreux, et puis aussi les animateurs. Donc il y a quand même une cinquantaine de personnes sur place. Le séjour à Palavas, alors je vais pas dire qu'ils ont moins de travail, bien au contraire, parce que ça sera un séjour qui a été organisé, préparé et financé aussi par l'État. Ça va être une organisation mais avec beaucoup moins de jeunes, et c'est des jeunes qui ont participé. Ils ont aussi, pour la plupart, j'ai envie de dire presque autonomes, parce qu'ils vont participer aussi à des actions sur place, avec des associations aussi au niveau de Palavas pour faire du nettoyage de la nature. Ils vont nettoyer le bord de plage. On leur a demandé de factualiser énormément les choses, car c'est, comme je le répète, c'est quand même financé de tête à 17 000 euros par l'État. Mais oui, là c'est un de nos étapes qui va encadrer et qui va être en direction. C'est d'ailleurs lui qui a mené le projet. Et donc oui, au niveau des différences de salaire, il y a quand même un delta entre avoir 60 personnes à Malbuisson et être en direction, et puis avoir une vingtaine de personnes sur Palavas. Voilà mon explication. C'est un delta de 2%, hein, de 2,5% le delta, donc c'est quand même très 5,65 modéré. Non, €. mais attendez, l'État, que l'État subventionne ou pas, la question ne se situe pas là. La question, c'est le travail à réaliser et voilà, justifier. On a quand même un Palavas, ce sont des ados et pré-ados qui partent là-bas. C'est une tranche d'âge qui est un peu différente aussi. Ouais. Hein, donc, avec on connaît la complexité pour diriger des équipes comme celle-là. Alors, moi, vraiment, je suis étonné. Enfin bon, après, voilà. Mais c'est surprenant. Surprenant. Là encore, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, quoi. C'est voilà. N'importe qui regarde ça. Bon, le tableau d'avant, je vous l'ai dit, hein, qu'on tient compte qu'il y ait ceci, d'accord, ok, bon, même si c'est compliqué, mais là, quand même, un peu, ça nous étonne. Alors, enfin voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques avant de passer au vote sur ces rémunérations? Donc la délibération 13, donc qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Donc c'est adopté à l'unanimité, merci. La 14, toujours Monsieur de Gimont. Alors, aussi comme chaque année, donc la période estivale entraîne l'accroissement temporaire d'activité, notamment au sein de l'accueil collectif de mineurs, avec ou sans hébergement. Donc, pour répondre à ces besoins spécifiques et d'assurer la continuité et la qualité du service public, il est proposé de recruter des agents contractuels à temps complet pour la période du 1er juillet au 31 août 2025. Plus précisément, donc la délibération a pour objet la création de 9 postes d'agents contractuels à temps complet, recrutés en qualité d'agents techniques afin de renforcer les équipes en charge des services d'animation, d'entretien et de restauration dans les structures d'accueil. Ces recrutements sont bien entendu prévus et financés dans le budget 2025 et s'inscrivent dans le cadre légal d'un accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de 6 mois sur une période de 12 mois. Donc merci d'autoriser Monsieur le maire à procéder à ces recrutements. Pas de remarques. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? C'est adopté à l'unanimité, merci. La 15. Alors, cette délibération vise à fixer la rémunération du personnel de service encadrant les colonies de vacances organisées à Malbuisson en juillet et août 2025, et ainsi que le séjour de génération Source Bleue. Donc, ces séjours nécessitent la mobilisation d'agents de service accompagnés de jeunes assurant diverses missions, l'hygiène, l'entretien, la restauration logistique sur le lieu de séjour. Donc, conformément à la réglementation en vigueur, il convient de fixer une rémunération brute forfaitaire journalière hors avantage en nature basée sur le taux horaire du SMIC en vigueur du 1er janvier 2025, soit 11,88 € brut. Donc, le détail, je vais donner un détail du calcul parce qu'il y a les deux types de calculs. Donc, pour la période 1, du 6 juillet au 25 juillet, c'est 20 jours. Idem pour la période 2, du 28 juillet au 16 août, 20 jours. Le temps de travail est estimé de la manière suivante: 18 jours effectifs de travail après déduction des jours de départ et de retour, vu qu'ils sont comptabilisés différemment, avec une moyenne de 12 heures par jour, soit 216 heures, auxquelles s'ajoutent les 16 heures liées aux journées de départ et de retour, donc sans les enfants,
soit un total de 232 heures pour l'ensemble du séjour. La rémunération brute pour cette durée s'élève donc à 232 heures fois les 11,88 € bruts, soit 2757,60 € bruts par séjour par agent. Il est à noter que les repas pendant le séjour sont pris en charge, ce qui constitue un avantage en nature dont l'évaluation se fera sur la base du taux en vigueur au 1er janvier 2025, conformément au texte évidemment. Alors je précise aussi que ces crédits sont bien inscrits dans le budget 2025, donc je vous demande de délibérer pour cette rémunération mensuelle. Pas de remarques, les comptes sont bons. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, que c'est adopté à l'unanimité. Merci. Et le conventionnement Léa. Oui. Merci Monsieur le maire. Donc, dans le cadre de la politique d'accès aux loisirs pour tous et en vue de la signature de la convention d'objectifs de financement LEA, loisirs équitables et accessibles, avec la Caisse d'allocation familiale du Nord, il est proposé au conseil municipal de valider le barème de participation. Donc le barème, il est affiché voilà, pendant les vacances d'été et donc le mois de juillet 2025. Ce barème est établi en fonction du quotient familial et vise à garantir l'équité entre les familles tout en respectant les obligations fixées par la CAF pour bénéficier de ces soutiens financiers. Donc à ces tarifs s'ajoutent les frais de repas du midi, 50 centimes pour les enfants issus de familles bénéficiaires du RSA, 2 € par jour pour les enfants oisirois et 5 € pour un enfant non domicilié sur la commune. Donc il y a des cas particuliers, je les rappelle, les tarifs oisirois sont appliqués aux enfants du personnel communal ou des élus en activité, du personnel du centre social et on a ajouté à leur administrateur, de personnes extérieures propriété d'un logement à Oisier, ayant déménagé de Oisier en cours d'année scolaire, fréquentant une classe Ulysse à Oisier, placés en famille d'accueil domiciliée à Oisier, avec possibilité bien sûr de dégressivité, même sans fratrie. Et là, il y a le cas de gratuité totale. On a élargi donc vraiment aux enfants issus de pays en conflit, hébergés en famille d'accueil oisiroise. Le tarif est réduit de 50% pour tout enfant en situation de handicap. Donc la délibération est double. Elle fixe le barème donc des participations des familles pour les ACM de juillet 2025 sur les critères de la CAF et des règles d'équité territoriale. On autorise Monsieur le maire à signer la convention Léa avec la CAF du Nord pour garantir la prise en charge partielle des coûts et la reconnaissance du dispositif. Donc je vous invite à approuver ce barème, mais je vais sans doute prendre la parole avant Monsieur Michon, qui prend, vu que Madame Pernis qui est absente et c'est lui qui la représente ce soir. Donc pour la question qu'elle soumet chaque année avec constance, c'est-à-dire les repas ACM à 1 €. Alors je rappelle que nous faisons déjà, voilà ce que nous faisons déjà, car notre objectif est bien d'assurer que tous les enfants puissent accéder aux activités du centre aéré, quel que soit le revenu de leurs parents. Aujourd'hui, un repas coûte en réalité environ 6 € à la commune, grâce à notre tarification sociale. Les familles les plus modestes, notamment celles qui vivent avec le RSA, ils payent 50 centimes par repas. Pour les autres familles, c'est 2 €. Cela veut dire que dans tous les cas, la commune prend en charge entre 66% et plus de 90% du coût réel du repas. C'est un choix fort que nous avons fait pour garantir l'inclusion de tous les jeunes oisirois. Cela dit, je le répète également, je reste ouvert à l'amélioration. Si de nouvelles aides de l'État ou des partenaires nous permettent demain d'aller encore plus loin, nous serons les premiers à étudier ces propositions. Ça, je l'ai déjà dit sur un ancien conseil municipal. Merci. Merci Frédéric. Monsieur Michon. Puisque Monsieur de Gimont m'incite à intervenir, j'allais pas le faire, mais je vais le faire. Oui, je suis surpris. Je vais le refaire. Donc voilà. Oui, nous réclamons, comme nous l'avons demandé au budget, de passer le repas à 1 €. Alors le coût, il est de 7 500 € pour l'ensemble. Vous savez, on l'a chiffré, on l'a donné au budget. Hein, donc on le demande. Vous parlez des partenaires, mais on peut pas se vanter dans la presse d'avoir redressé la situation financière de la ville de Oisier en supprimant la piscine, 500 000 € par an quand même, dans les caisses qui ne sortent plus. Hein. Alors mettons qu'il y a 30-40 000 € qui sortent pour assurer un peu d'apprentissage de la natation, c'est tout. Je crois qu'on peut consacrer sur ces 500 000 €, 7 500 € pour que les enfants mangent à 1 € à la cantine pendant les ACM. Vous voyez, l'argent, on peut le trouver. Hein. On peut
pour vous en donner d'autres également. Donc oui, comme nous l'avons toujours fait, nous réclamons le passage à 1 euro pour l'ensemble des enfants durant les ACN. Madame Poulain. Oui, alors effectivement, sur cette délibération, on va quand même saluer l'avancée dans la rédaction pour les enfants des administrateurs du centre social. Voilà, c'est une mesure de cohérence qu'on va saluer quand même. Mais surtout, et permettez-moi quand même un petit brin d'ironie, il me semble que la géopolitique mondiale a enfin franchi les portes de Oisier, puisque la gratuité était jusque-là accordée aux enfants venus d'Ukraine, et ce, malgré nos multiples interventions pour demander l'élargissement. Donc on avait la dernière en date, c'était 2022, où on avait insisté pour avoir une formulation plus juste et plus inclusive, et puis vous aviez toujours refusé. Donc on se réjouit enfin que cette mesure de bon sens voit le jour, parce que ça met pas en péril le budget de la ville, hein, quand même. Et par contre, ça aurait pu être fait bien plus tôt. Alors mieux vaut tard que jamais, on progresse, hein, à ce rythme-là, on finira peut-être par accorder dès la première rédaction des délibérations la même attention à tous les enfants, quelle que soit leur origine. On sait jamais, mais pour aujourd'hui, on prend acte de cette évolution positive. Effectivement, sur le tarif à 1 euro, c'est surtout aussi pour garantir une cohérence d'action entre le scolaire et le périscolaire. Alors effectivement, sur le scolaire, vous avez les aides de l'État, mais l'idée, c'est surtout pour nous de continuer cette intention de faire le moins de distinction possible entre les Oisiérois. Donc établir un repas à 1 euro, c'est réduire cette distinction. Et pour 7 500 euros, je pense qu'effectivement, on peut faire l'effort, on aurait pu et on aurait dû faire cet effort. C'est pourquoi, malgré les avancées que j'ai quand même pu aborder, on ne votera pas cette délibération, par souci de cohérence forcément avec nos engagements et nos propositions budgétaires. Puisque je vous rappelle, on avait fait cette proposition budgétaire lors du vote du budget. J'ai bien pris note de votre remarque, Madame Poulain, mais j'ai pas compris le passage sur accorder le même intérêt, la même possibilité à tous les enfants, quelle que soit leur origine. J'ai trouvé ça un peu bizarre et j'ai pas compris ce que vous vouliez dire. Reprenez les PV de 2022, je vous l'enverrai, puisqu'avant c'était limité aux familles, aux enfants, voilà. Non, mais du coup, vous avez dit à ce rythme-là, un jour, on va accepter les enfants, quelle que soit leur origine. Dans vos prochaines délibérations qui concerneront les enfants, peut-être il y aura plus d'écart ou de distinguo entre les enfants. Ok. Enfin, ce sont des remarques qu'on fait quand même depuis quelques années, hein, donc il vous faut à chaque fois 2 ou 3 ans pour mettre en action, c'est bien, mais ça avance, il faut le souligner. Alors, je vois qu'il y a du public qui s'est mis sur les tables réservées pour le personnel. Est-ce que vous pouvez pas plutôt trouver une place dans le public? Voilà, c'est bon. On va aller. Voilà, ça va pas. Allez, c'est bon, on va rester comme ça. Et en tout cas, si au niveau du personnel, il y a des gens qui arrivent, vous leur laisserez la place. Merci. Parce qu'il y avait des gens tout à l'heure qui étaient à vos places. Alors, du coup, ces remarques étant faites sur le conventionnement Léa avec la CAF. Oui. Non, le public n'a pas à prendre la parole. Non, monsieur. D'accord. Non, mais c'est pas. Voilà. Du coup, alors sur le conventionnement Léa, on va pouvoir passer au vote. Qui est contre? Donc voilà, il y a l'opposition. Monsieur Véry, vous êtes contre? Oui. D'accord. Non, vous ne levez pas la main. Donc, qui s'abstient? Qui est pour? Donc c'est adopté à la majorité. Et le groupe Agir engagé pour Oisier vote contre. Et Monsieur de Gimont, toujours sur la participation des familles pour Malbuisson, Montpéreux. On met toujours Malbuisson dans le titre, mais tout le monde a compris. Oui, donc pour l'organisation des 2 séjours de colonies de vacances à Malbuisson en juillet et en août pour une durée de 15 jours chacune, il est proposé aujourd'hui de fixer le barème de participation des familles en fonction du quotient familial CAF, dans un souci de justice sociale et d'accessibilité pour toutes les familles oisiéroises. Le barème proposé est affiché, je suppose, devant vous, en effet. Donc, avec une dégressivité à partir du 2e enfant de 90% du tarif initial, du 3e enfant 75% et du 4e enfant et suivant 50%. Les cas particuliers, tarif oisiérois pour tous les enfants du personnel communal, du centre social, des élus, des propriétaires à Oisier, des enfants ayant déménagé dans l'année, des élèves ULIS et des enfants en famille d'accueil à Oisier. Gratuité pour les enfants venant d'un pays en conflit hébergés à Oisier. Tarif réduit de moitié pour les enfants en situation de handicap et une réduction de 10% pour notre partenaire, les enfants pris en charge par l'AME, accompagnement maison d'enfance. Je vous invite à approuver ce barème. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Merci.
Alors sur la 18, simplement vous avez vu donc une petite convention avec le département pour les îlots qui ont été posés il y a déjà plusieurs mois, rue Facon, donc voilà, pour l'entretien sur le long terme et les responsabilités partagées, il convient d'adopter cette convention qui se fait un petit peu tardivement. Est-ce qu'il y a des remarques? C'est bon. Donc qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Donc c'est adopté à l'unanimité, merci. Remboursement de frais, donc association Géant d'Oisier, ils se sont déplacés en Belgique pour faire connaître nos géants Andrea Elzef outre frontières, et malheureusement ils ont eu une crevaison sur un pneumatique, et puis donc la procédure n'a pas forcément été bien anticipée sur ce camion-là, donc ils ont eu la gentillesse de se débrouiller par eux-mêmes et de régler les dépenses, donc un dépannage à 120 € et un jeu de pneumatique à 423,50 €, et donc je propose qu'on puisse délibérer pour pouvoir reverser cette somme à l'association directement. Monsieur Michon. Oui, il n'y a pas de problème, on va voter pour, hein, c'est pas ça, mais dans le cadre de l'assurance, on n'a pas un dépannage, une intervention. Alors j'ai pas eu tous les détails, je sais qu'il y a des réunions techniques qui se sont faites sur le fait que ce soit en Belgique, le fait que toutes les consignes n'avaient pas forcément été données, et en tout cas une fois que ça a été pris en charge, on pouvait plus faire jouer l'assurance. Donc je ne sais pas si sur les futurs, en tout cas il me semble qu'en interne, mais ça, je peux pas m'adresser au public officiellement, mais on fera le nécessaire pour que les prochaines fois. Une fois qu'il s'était payé, ok, mais voilà. Pour l'avenir, oui, bien sûr. Et regarder notre contrat, parce que c'est ça. Donc, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, donc c'est adopté à l'unanimité. Merci, on pourra faire le virement dans les prochains jours. En parlant de virement, donc sur la numéro 20, c'est la CTG, le bonus territoire sont venus remplacer, la convention territoriale globale dont on parlait tout à l'heure est venue remplacer notamment le contrat enfance-jeunesse. Donc il y a un bonus territoire qui est versé directement à chaque opérateur dorénavant. Donc là on parle notamment, exclusivement du centre social Henri Martel qui touche sa part quand ils font des séjours ou des LSH, mais il y a une perte par rapport à ce qu'ils avaient avant, et donc il avait été convenu que la mairie puisse compenser. Et donc les montants que vous avez ici, c'est pour 2022-2023, il y a 24 991,66 € pour revenir sur le niveau équivalent CEJ avant qu'il faut verser, qui nous semble logique de reverser au centre social, plus 347,22 € pour les BAFA, donc de pouvoir faire ce virement 36 486,14, sachant qu'un acompte de 11 126 a déjà été versé suite à la libération du 12 décembre 2024. Monsieur Michon. Oui, je crois que Madame Parneski avait soulevé le problème au cours d'un conseil d'administration il y a quelques mois selon elle, par rapport aux chiffres du budget, qui manquait de l'argent au centre social là-dessus. Par ailleurs, on a appris qu'un vol avait été commis au centre social. Est-ce qu'on peut avoir quelques infos? Et il y a une alarme au centre social, rassurez-moi, il y a toujours une alarme. Alors, le centre social Henri Martel est une association avec son autonomie, donc je ne vais pas parler au nom de son président et de son conseil d'administration. Il y a effectivement eu un vol il y a environ un mois, je dirais à peu près, quelque chose comme ça, avec le coffre qui a été volé. Là, je propose d'en parler directement à son président, aux administrateurs, puisque Mme Parneski en fait partie, pour avoir plus de renseignements. Et pour revenir sur le premier point, oui, alors peut-être Mme Parneski avait fait le point sur les finances, sachant qu'à l'inverse, depuis qu'on avait mis en place la convention avec le centre social, on avait convenu qu'on leur allouait un budget pour le ménage, pour l'électricité et pour les séjours. Et en fait, la facturation, donc ils ont eu une augmentation de subvention et ils devaient prendre en charge les trois choses que je viens d'évoquer, sauf que tout ne leur a pas encore été facturé. Donc finalement, l'un dans l'autre, ils vont régulariser la situation sur les trois sujets dont je viens de vous parler. Plus ça, on a fait plusieurs réunions assez productives avec le directeur, on va arriver sur un équilibre, donc je suis pas sûr que ça change fondamentalement ce qui avait été vu. En tout cas, la commune actuellement subventionne avec un niveau assez élevé par rapport à beaucoup de centres sociaux, beaucoup de communes, les activités du centre social. Madame Poulain. Excusez-moi, le bâtiment, c'est quand même le bâtiment municipal. Et on a toujours participé à la sécurisation du bâtiment municipal. Oui.
Donc là, on participe pas à la sécurisation du Bah, bâtiment. on est en C'est le train centre de- social qui doit voir par lui-même. Ah bah, il est locataire, donc il fait jouer son assurance en tout cas. Après, Oui, mais suite l'assurance ne va pas dédommager un dispositif de sécurité. L'assurance va dédommager ce qui a été éventuellement vous voulez dérobé. dire pour mettre en place une alarme digne de ce nom, c'est ça? Oui, bah ça, on est en Je sais train de pas, regarder le c'est- sujet, quoi. Voilà, c'est vous qui voyez, mais est-ce Non, que, parce est-ce que qu'apparemment, vous- elle est-ce que était vous confirmez quand même assez que- datée, elle ne fonctionnait sans doute pas suffisamment bien, la preuve. Et donc on va regarder évidemment en tant que propriétaire, et c'est un bâtiment municipal pour assurer une sécurité, mais là le litige, enfin le cambriolage qui a eu lieu, c'est du ressort de l'assurance du centre social. Donc vous nous conseillez de prendre contact avec le centre social pour avoir les informations. Ben oui. D'accord. On va le faire. Donc qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc c'est adopté à l'unanimité, merci. Alors sur la 21, donc c'est une information, donc voilà, c'est le marché d'entretien et rénovation de l'éclairage public. Je rappelle pour tout le monde que plusieurs personnes y siègent, dont des représentants de l'opposition. Donc il y a eu 3 offres déposées. Alors vous aurez corrigé pour les personnes présentes, la valeur technique de l'offre était bien à 45% et le prix à 55%. Il y a une coquille sur la délibération. Donc les offres de SAS NGE Énergie Solutions, de EITF et de Satellec qui est l'historique, et donc c'est Satellec qui a été retenu. Voilà, donc ça c'est une information, il n'y a pas de vote, pas de commentaire. Ensuite, pareil, une information, il n'y a pas de vote, mais en fait la dernière fois je m'étais engagé dès le lendemain à vous donner le règlement de saisine pour le référent déontologue qu'on avait voté la dernière fois. En échangeant avec la sous-préfecture, ils nous ont encouragé plutôt à passer une information de façon officielle en conseil municipal, sans redélibérer, donc c'est pas une délibération, c'est une information, et puis vous pouvez faire des commentaires, et comme ça c'est acté dans le registre qu'on prendra acte de ce règlement de saisine. Donc vous avez notamment les coordonnées de maître Le Briquir, qui est avocat à Lille, et puis l'adresse email, donc référent déontologue @mairie-oisier.fr, ou alors par courrier classique. Donc je le rappelle, j'avais expliqué que c'est pour une situation qui vous concerne vous, quand vous avez un doute en tant qu'élu, si vous pouvez faire telle ou telle chose, n'hésitez pas à le solliciter. Je ne serai personnellement pas, aucun autre élu ne saura qui a contacté le référent déontologue. Par contre, il y avait, je crois que c'est 100 € par an, plus 80 € par intervention, ou l'inverse, donc à utiliser avec modération, puisque si vous vous trompez de sujet, si c'est complètement hors sujet, ça sera quand même facturé. Voilà pour les explications. Madame Poulain. Vous voyez, encore une fois, on vote des délibérations, mais on n'a pas toutes les informations qui vont bien, parce qu'on a quand même quelques remarques sur ces modalités de règlement, et notamment des points qui méritent d'être éclaircis, voire améliorés. Vous parlez de l'adresse mail. Moi, je vais vous dire transparence de la saisine. Pourquoi est-ce que vous proposez une adresse mail rattachée à la mairie ? Parce que ça peut quand même nourrir une certaine forme de défiance quant à la confidentialité des échanges. Peut-être ça vous rassure vous du côté de la majorité, mais si un élu de l'opposition veut saisir le référent déontologue, on préférerait qu'il y ait une adresse indépendante, celle de l'avocat, c'est tout, qui mette à disposition une adresse dédiée, la sienne. Enfin, je veux dire, ça n'a rien de très compliqué en soi. Le deuxième point sur une question des frais postaux, puisque vous indiquez dans le règlement que si la saisine se fait par voie postale, ce sera un courrier en recommandé avec accusé de réception. Qui prend en charge les frais? Est-ce que ça reste à la charge des élus? Est-ce que les frais sont remboursés? Donc ça, c'est juste une question de clarification. Et puis, le point, je l'avais déjà indiqué la dernière fois, mais vous ne l'avez toutefois pas ajouté, c'est la restitution annuelle, puisqu'il est précisé qu'un rapport annuel anonymisé des saisines est transmis à la collectivité, et on avait demandé que ce rapport soit présenté annuellement en conseil municipal, pour que l'ensemble des élus puissent en prendre connaissance. Donc on demande que ce point également soit inscrit explicitement dans le règlement. Alors c'est pas là, c'est le règlement de saisine, donc le fait de faire le rapport, ça pas forcément la norme, mais en tout cas où je m'y engage, ça sera au PV, à ce qu'on dise chaque année combien il y a de saisines qui ont été faites.
Après, sur l'adresse mail, je pense que j'ai pas été dans toutes les discussions avec Maître Le Briquier, mais je pense que c'est une demande de sa part de créer une adresse dédiée. Je pense qu'il fait ça avec toutes les villes. Et je peux vous garantir qu'on a un prestataire qui s'appelle RVVN, qui fait un très bon travail, qui est historique. Beaucoup de communes passent par lui. C'est associatif, c'est très très bon marché, même peut-être gratuit pour l'essentiel des services. Et donc, nous, on n'a pas du tout d'infos. On a juste quand on a des problèmes techniques, on le sait. Mais donc, il y a rien qui revient. Mais je vais lui soumettre le point malgré tout. Et sur le dernier point, sur la prise en charge des frais, si vous faites un courrier recommandé, le problème c'est comment on fait pour vous rembourser, parce que du coup on saura que c'est vous. Mais si vous le faites et que vous le demandez, oui, je vous rembourserai, mais du coup je le saurai, quoi. Mais s'il faut vous rembourser je sais pas combien est le recommandé aujourd'hui, dizaines d'euros pour ça, on le fera. Mais je pense que le plus simple du coup, c'est que ça reste quand même l'adresse email. On parle souvent de dématérialisation, vous êtes la première à le faire à un poulain, donc je pense que c'est quand même plus adapté. Même si du coup tout le monde n'est peut-être pas à l'aise avec l'outil. Mais je parle toujours pour tout le monde, donc en fait c'était juste un point de clarification pour ceux qui voudraient utiliser la voie postale. Okay. Alors du coup on prend acte, j'ai noté ces remarques, il n'y a pas de vote comme je l'ai indiqué. La partie décision directe, donc alors certaines villes ne font pas l'énumération conseil municipal, même l'Aglo ne le fait pas. On a pris l'habitude de le faire, je vais continuer sur ce schéma. Et la 2025-025, donc Osmos Production pour la Gaillette, un montant de 50 000 euros. La CAO qui s'est réunie, donc là il n'y a pas de délibération, mais c'est une décision directe pour les marchés de transport pour les enfants, etc. Donc avec les différents lots, donc c'est les autocars Loli et puis Dupas-le-Beda qui se sont répartis les 5 lots. En permutant quelques-uns, enfin en tout cas il y avait une commission d'appel d'offres, vous avez eu tous les détails à ce moment-là. La 027 sur l'application mobile Intramuros, on renouvelle à nouveau pour 12 mois l'utilisation de l'application. La 28 qui a été enregistrée, donc il y a le numéro qui était pour l'implantation d'îlots bordurés dont j'ai parlé tout à l'heure pour la rue Facon, mais finalement en discutant avec le département, il nous a fallu une délibération, c'est pour ça qu'elle est passée, donc on a annulé la décision directe. On a le dossier de demande de subvention, ça c'est un point important, auprès du département du Nord pour le Stade Gaillan, pour un projet donc, dans le cadre des PTS, projets territoriaux structurants, pour l'année 2025, avec dans la rédaction, et les conseils municipaux ont demandé le document, vous avez vu la rédaction, on dit bien que ce serait des travaux en 2026, mais montage du dossier, recherche de financement sur 2025, avec un montant de 788 100 euros. Et donc on espère avoir un PTS à 40% et de faire le reste en autofinancement. On a mis à disposition gratuitement, de façon exceptionnelle, un garage à une personne dont vous avez le nom dans le dossier, suite à l'incendie de son appartement dans le quartier Notre-Dame. Donc on est presque au 26 juin, on verra si on prolonge ou si on trouve une solution. Je pense qu'il faudra prolonger un petit peu. Sur la 031, c'est la société De Vos-Després pour l'entretien des équipements frigorifiques pour 710,84 €. Avec MSI, le prestataire informatique, on a un contrat de maintenance, de suivi avec des demi-journées, des tickets. Alors, sachant qu'on a bien baissé le montant, je remercie les personnes qui ont travaillé dessus, pour 3027,60 €. Une convention, comme chaque année, avec le collège Romain Roland pour utiliser les salles de sport municipales. Berger-Levrault, qui est notre fournisseur principal de logiciels métiers en mairie, contrat de maintenance pour 1232,64 € TTC. Avec d'œuvres d'électricité, la maintenance des installations de sécurité incendie des bâtiments de la commune pour 1660,80 € TTC. Le contrat d'assistance téléphonique pour le panneau d'affichage de la salle Torres avec Baudet, Time and Sport pour 472,69 €. La société pour les ascenseurs, monte-charge, etc., TK Elevator, donc vous avez différents montants, je ne les reprends pas tous. La 038 avec le cabinet, le courtier assurance sécurité, donc pour 32 795,73 €. Le pack de maintenance annuel Quartz pour les écoles Guironnet, Copernic et Gambetta, donc c'est un logiciel qui est demandé par l'Éducation nationale dont la ville prend en charge. Et puis passer un contrat d'entretien pour les bouches et poteaux d'incendie sur le territoire avec 9 954 €
TTC. Je vois qu'il n'y a pas le nom du prestataire, donc je le vois ici, donc on précisera le nom du prestataire qui a disparu de la décision directe numéro 40. Est-ce qu'il y a des commentaires sur la décision directe, Madame Poulain? Oui, je vais commencer par un commentaire global pour attirer l'attention sur un dysfonctionnement quand même particulièrement préoccupant en matière de transparence et de respect du droit à l'information des élus municipaux, puisque sur les 16 décisions inscrites que vous venez de citer, 9 d'entre elles, les décisions 25 à 34 ont été signées dès la fin mars ou début avril. Aucune n'a été présentée au conseil municipal du 10 avril, alors qu'elle l'aurait dû l'être à ce moment-là. À tout le moins, elle aurait pu être mise en ligne au fil de l'eau. Or, ces décisions de mars, elles n'ont été mises en ligne que le 21 mai et ne nous sont soumises officiellement qu'aujourd'hui, le 19 juin. Ça signifie que pour certaines, plus de 2 mois se sont écoulés entre leur signature et leur présentation en séance. Donc, vous parliez d'obligation ou de non-obligation, je vais vous rappeler que ça contrevient quand même à l'article L2122-23 du Code général des collectivités territoriales qui impose une information dans le délai le plus rapproché. Autre exemple tout aussi révélateur, le 16 juin, donc lundi, dans le cadre des questions, on vous a sollicité pour une décision relative à l'achat du cadeau de fête des mères qui a été distribué le 24 mai. Vous nous avez transmis une décision qui a été datée du 16 juin, soit postérieure à la dépense engagée. Donc c'est ni conforme ni admissible. Mais finalement, le problème, il va au-delà de ces délais-là, puisque lorsqu'elles sont publiées, les décisions ne sont que très rarement accompagnées de leurs annexes. Or, les documents sont essentiels, souvent, pour comprendre le fond des sujets traités ou les informations. Et en l'absence de ces éléments, l'information est réduite finalement à une portion un peu congrue et qui rend quand même assez impossible toute lecture éclairée. Donc, on a un petit peu le sentiment d'une volonté délibérée de limiter l'accès à l'information, et vous avez confirmé un peu ce sentiment, Monsieur Dogimon, en début de séance, voire de dissimuler certaines décisions ou lacunes de gestion. Je ne sais pas, vous choisirez. Alors, ce qu'on vous demande encore, c'est de vous mettre en conformité avec les règles qui vous incombent, d'informer les élus en temps utile, de publier les décisions dans les délais raisonnables, qui ne sont pas uniquement à destination des élus, je le rappelle, mais elles ont vocation à être une information à l'ensemble de la population, et de ne pas évidemment signer d'actes a posteriori. Donc ce sont des exigences qui sont légales, mais aussi et surtout démocratiques. Voilà, en préambule. Oui, alors c'est des lois récentes sur la dématérialisation. Vous l'avez déjà fait la remarque, effectivement. On fonctionne un peu encore. 2022 Attendez, laissez-moi parler, Madame Poulain. Oui. On travaille encore peut-être trop par lot, et finalement, du coup, on régularise et on met en ligne d'un coup sur le site et puis dans le conseil municipal suivant. Donc, on va essayer encore d'améliorer les choses. Par contre, vous avez bien vu, voilà, on n'a rien voulu cacher. On a demandé on vous a envoyé des pages et des pages de propositions de cadeaux, etc. Enfin, c'est très transparent. Il n'y a rien de sensible là-dedans. Mais vous avez raison sur le fond. Il faut qu'on améliore le processus pour être plus rapide dans la publication des décisions directes. Je vais aussi rappeler, juste pour terminer, je vais aussi rappeler que les délibérations du CCAS doivent aussi légalement être publiées en ligne et que c'est toujours pas fait. Et cette obligation, elle date de, je ne sais plus, mais de mémoire de la loi de transformation de la fonction publique ou non, je sais plus quelle loi, mais application au 1er juillet 2022. Oui, donc, ça fait 3 ans. Pas très longtemps qu'elles sont même dématérialisées pour le contrôle de légalité, alors que ça aurait dû être le cas depuis un moment. Maintenant, il faut aller plus loin et les mettre aussi en ligne. Et c'est en cours, mais les choses ne sont pas en un jour. On a quand même une équipe municipale, des agents, des employés qui font beaucoup de choses sur beaucoup de sujets. On n'est pas 100% parfait légalement, etc. Mais on fait de notre maximum et je les encourage à être meilleurs. Mais là, en étant un peu stigmatisé comme ça en conseil municipal, c'est pas forcément commode pour chacun. Non, je peux pas vous laisser dire ça parce que c'est ce que vous faites. Non, mais je stigmatise pas. Ça fait plusieurs fois que je vous fais la remarque et rien n'a bougé. Donc je vous rappelle que c'est une information qui est à destination de l'ensemble de la population et pas uniquement des élus. Donc ça montre juste le niveau de considération finalement que vous avez apporté à l'information qui est apportée aux habitants, c'est tout. Alors sur les décisions directes, Monsieur Michon, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je vais rajouter quelque chose. Non, je vais simplement rajouter. Bon, d'abord il n'est pas question de stigmatiser le personnel. Je ne vais pas vous rappeler vos années dans l'opposition. Et un certain nombre de choses que vous disiez à l'époque, et je vous rappelle à chaque fois, n'essayez surtout pas d'être plus mauvais que moi, ça sert à rien. Hein. Ça, c'est ma première remarque. Ma seconde remarque, c'est que vous parlez que vous ne cachez rien, etc. Vous ne cachez rien quand on vous demande les pièces. Vous les donnez. Sauf qu'on ne devrait pas vous les demander, vous devrez nous les fournir automatiquement. C'est
Eh ben oui, mais c'est la C'est loi. la loi. Mais c'est la loi, excusez-moi. Je C'est pense la loi. que là-dessus, monsieur Mais Michon, vous n'avez attendez. vraiment pas de leçons à donner, vous nous avez Attendez, rien donné attendez, quand c'est on la était loi. en opposition. Donc, C'est la loi. Mais c'est la loi, elle s'est fortement renforcée depuis 3 ans, on essaye de Depuis 3 suivre ans. C'est de la loi voilà. 3DS depuis 2022. Voilà, c'est ce qu'on On vous en demande, applique c'est tout. 90%, C'est ce qu'on vous n'aviez vous demande. pas ces problèmes-là à Et l'époque, je vous vous étiez tranquille. alors, vous dites vous ne cachez rien. J'ai pas fini. Vous dites vous ne cachez rien. Je vais vous prendre l'exemple. On vous a demandé la délibération concernant le cadeau de fête des mères. Pourquoi? Parce que autour de nous, les gens disent c'est extraordinaire. Vraiment, ils ont mis le paquet cette année, la municipalité. Ils nous ont offert un cadeau à 39 €. Alors j'ai dit, alors, comment ça à 39 €, on m'a montré l'étiquette qu'il y a sur tous les cadeaux de fête des mères, c'est bien indiqué 39 €. Or non. Comment? On l'a très bien négocié. Non, mais quand on a toutes les pièces, vous n'avez rien négocié du tout. Vous le savez très bien. Les propositions, elles vous ont été faites. Oui. Vous n'avez pas négocié. Les propositions vous ont été faites par écrit. Vous avez demandé des propositions. On vous les a envoyées. Et ces propositions, elles sont à combien? À 6 € et Ouais, quelques. là, vous avez les documents, En taxe. mais il y a des échanges euros Mais qui se oui, passent mais avant, attendez. Frédéric. Attends, bon, on va les publier, les documents, comme ça les gens verront. Les gens verront. Ça va vraiment rien mieux à faire, mais- monsieur Michon, que écoutez, d'attaquer sur ce genre de monsieur le choses. C'est maire, ridicule. écoutez-moi. Vous êtes Je vous ridicule. dis ce qui nous a surpris. C'est vraiment, ça va vraiment être dur pour moi d'être plus mauvais que vous, quand je vois le niveau aujourd'hui que non, vous non, avez. mais là vous Ça- l'êtes. ah, Vous l'êtes, c'est franchement. Là, vous avez, vous l'êtes, là, vous inquiétez pas, vous l'êtes. Je vous délivre, je vous donnerai une médaille. Alors, on va Non, laisser mesdames, monsieur De Gimon qui a géré Je ce n'ai jamais sujet-là. vu distribuer avec monsieur un De cadeau de fête des mères avec le prix. Oui, bah, dessus. ça, c'est une erreur, on l'a vu. C'est une erreur. Non, c'est vrai que sur les Et vous auriez dû sur les plats à immédiatement tarte dire et puis attention, sur les dire attention, sur les c'est torchons, pas c'est le un- véritable prix qu'on a payé. Ah bah c'est le prix public. Ah bah non, Non, c'est pas le prix public connu. Si, dans les Si, magasins, si, vous l'avez. voilà. Alors, monsieur Michon, Alors, pour répondre à On cette va faire une interrogation-là, annonce, nous on va annoncer Vas-y. aux gens que vous les avez trompés. alors monsieur Michon, on n'a trompé personne. C'est le prix public qui est resté sur le sac. C'est vrai que on n'a pas voulu déballer chaque sac un à un pour retirer le prix commerce, le prix fait. Et c'est vrai qu'avec le fournisseur qui s'est proposé à ces tarifs-là, parce que oui, il y a une gamme de tarifs bien sûr qu'on fait. Je voulais pas prendre voilà dès le départ des plats ou bien des torchons et des serviettes pour les dames. Je voulais un cadeau qui les respecte en tant que femme et puis égal à l'homme. Et donc du coup, ça a été choisi par des mamans vu que c'était un cadeau pour les mamans. Alors on a un catalogue qui nous est proposé, bien sûr, un ensemble de catalogues avec différents prix. Et il y avait plein d'articles qui nous étaient proposés et c'est vrai que le sac a fait tout de suite l'unanimité. Sauf que le fournisseur m'a tout de suite dit, si vous voulez au prix tel que vous pouvez le payer, il faut avoir une réponse rapide. Bon, bah, ça après c'est un commerçant, bien sûr, il faut toujours une réponse rapide. Mais il y a eu un coup de cœur sur ce sac et donc on a sauté sur l'occasion parce qu'on a vu que oui, c'est un beau sac et en plus c'était vraiment une belle occasion par rapport au prix public. Donc du coup c'est pour ça qu'on a vite pris la décision de valider ce sac et ensuite du coup c'est le sac qui a remporté. Mais on trompe aucun public. Si vous trouvez ce sac-là à 2,50 €, et ben tant mieux pour vous. Non. Allez, on va passer à la suite, Madame Poulain, et après on passe. Oui, mais c'est pas tant. Arrêtez, monsieur Michon. C'est pas tant l'objet en lui-même qui pose question. C'est juste, enfin, vous avouerez que c'est quand même très maladroit d'avoir laissé penser finalement que vous aviez acquis ce produit-là au prix où il était indiqué. C'est juste un problème de communication qui fait que l'information que vous diffusez n'est pas claire. Voilà, c'est tout. D'accord. Alors, du coup, je vais me permettre, lorsque vous négociez avec votre voiture, avec le vendeur à la concession, vous lui demandez si vous l'avez à 10 000 à la place de 15 000. Vous allez demander au vendeur par transparence à ce qu'il mette aussi 10 000 € sur la concession pour la. Je mets pas le prix de ma voiture sur ma voiture. Non, mais c'est plaisant. Bah, si, Allez, c'est ça noté sur n'importe rien. c'est noté à la télé. Monsieur Mascarte, qu'on Oui. n'a pas. En conclusion, Entendu. simplement, si les réunions de commission avaient lieu, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Voilà. Une réunion de commission pour décider du cadeau de la fête des mères. Nous, on n'a pas fait ce choix-là. On fait avec des. Monsieur Desmond, je vais vous couper. Hein, quand vous faites ce genre de choses, vous faites ce qu'on appelle un package. Vous faites un package. C'est moi. Comment? Monsieur Desmond, ça s'appelle le maire. Monsieur le maire J'ai de dit, la ville. j'ai dit Monsieur Desmond. Nous en Oui, déplaise. oui. Ah, je dis donc Monsieur Desmond. Simplement, lorsque vous faites une réunion de commission, vous ne faites pas une réunion de commission que pour une chose. Vous faites ce qu'on appelle un package. Ah, parce que les manifestations sont prévues dans le temps. Donc, si vous êtes dans l'anticipation, aucune réaction à voir, ça demande simplement une méthode dans le travail. C'est tout.
Sur l'histoire du cadeau de fête des mères, ça n'aurait rien changé sur l'histoire du prix. Mais bon. Allez, on va passer, du coup, il y avait des questions de l'opposition. Alors peut-être on peut essayer de les afficher. Je vais les lire, elles sont assez longues, mais comme ça elles seront au PV et ça me permettra d'y répondre dans la foulée. Live Facebook. Par courrier le 3 mai 2025, nous vous avons demandé un espace d'expression équivalent à votre live Facebook sur le fondement de l'article L2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales. Ce format constitue un support de communication institutionnelle au même titre que le bulletin municipal. C'est pourquoi nous vous avons demandé que soit aménagé un espace équivalent d'expression pour les élus de l'opposition, que ce soit sous la forme d'intervention en direct, d'un droit de réponse ou d'une possibilité de publication régulière sur ce canal. Vous avez répondu, la publication de vos vidéos sur la page Facebook répond déjà à ce pluralisme démocratique, d'autant que la majorité n'utilise plus le droit d'expression, ni papier, ni vidéo internet, fermez les guillemets, donc c'était la réponse que je vous ai faite effectivement. Je continue la question. Or, l'opposition municipale peut tout à fait demander un accès équitable à tous les supports de communication de la commune, y compris la page Facebook officielle de la ville, si celle-ci est utilisée à des fins d'information institutionnelle. Ce que dit la loi, article L2121-27-1 du CGCT, lorsqu'une commune édite un bulletin municipal ou utilise tout autre moyen de communication institutionnelle, les élus d'opposition doivent disposer d'un espace d'expression dans ces supports. Cette obligation vaut même si le support est édité par la commune mais animé par le maire lui-même, dans le cas d'un Facebook Live ou de publication vidéo, si le maire utilise la page Facebook de la ville et non une page personnelle pour communiquer en direct sur la gestion municipale. Cela constitue un support officiel. Le fait que vous n'utilisiez pas votre droit d'expression dans l'espace dédié relève de votre propre initiative, ce droit vous est garanti par le règlement intérieur. En revanche, vos lives, entre guillemets, constituent une autre forme d'expression à laquelle nous sommes en droit de prétendre. Nous vous demandons un format identique au vôtre, à savoir une publication vidéo d'une demi-heure maximum, une fois par mois. Pourriez-vous nous exposer vos arguments? Bon, je les ai déjà, donc fin de la question, c'est ma réponse maintenant. Je vous ai déjà répondu. Alors effectivement, on pourrait aussi avoir une vidéo et un droit d'expression en tant que majorité municipale. Nous ne le faisons plus. Mais en fait, ce que je fais quand je fais un live Facebook, c'est que, vous l'avez vu encore hier, j'énumère essentiellement des choses qui sont dans le journal municipal. Et j'interagis aussi avec les habitants. Et donc, je considère que le fait que vous ayez votre vidéo qui soit publiée en même temps, qui soit en lien avec le journal municipal, avec un format, je crois que ça dure 1 minute 30, 2 minutes, en fonction des caractères écrits que vous mettez dans le texte, ça correspond à la pluralité des droits d'utilisation. Donc, non, je ne vais pas vous permettre d'utiliser en interactif, en live sur Facebook, une demi-heure maximum une fois par mois. Ça me paraît... Je considère que ça serait un peu comme si vous me demandiez au vœu du maire de pouvoir prendre la parole, quoi. Non, je m'adresse aux habitants, je suis le maire élu avec mon équipe municipale, je réponds à leurs questions et je permets à l'opposition de pouvoir se positionner et elle apparaît sur le même média qu'est Facebook sur des vidéos qui correspondent au droit d'expression. Donc voilà mon argumentaire redit, mais c'est ce que je disais dans mon texte de réponse. Madame Poulain? Oui, je vais juste préciser que la tribune libre, en fait, qui est l'espace qui est réservé sur le journal municipal, donc journal municipal comme support, est relié, corrélé avec la vidéo qui est publiée sur la page Facebook de la ville. Nous disposons de ce droit, cadré par le règlement intérieur du conseil municipal. Vous disposez également de ce droit. Ce que je dis, c'est que vous souhaitez ne pas l'utiliser, libre à vous, puisque le format est, vous l'aurez compris, très contraint, puisque nous sommes ici limités quand même à 1200 caractères. Vous le disiez justement, ça fait à peu près 1 minute d'intervention. Par contre, le live Facebook est un autre format de communication. On ne demande pas non plus, par exemple, la publication de plusieurs pages dans le journal municipal. Donc on ne demande pas non plus l'équivalent finalement, la même chose que vous, c'est-à-dire un live avec une interaction avec les habitants, mais on est tout à fait prêt à se mettre autour d'une table pour négocier une formule qui pourrait être acceptable pour l'un et pour l'autre, puisque, je vous rappelle, mais n'en déplaise, monsieur Dogimon, je vous vois sourire, mais c'est notre droit, nous avons des droits, c'est un support que vous utilisez, c'est une nouvelle règle que vous avez mise en place, et monsieur Desmond, vous avez déjà dit à plusieurs reprises en démarrage de vos lives que c'était le prolongement du journal municipal, et que vous abordez aussi d'autres sujets qui ne font pas partie du journal municipal, puisque forcément vous êtes interpellé par les habitants qui vous posent des questions sur tout un tas de sujets auxquels vous répondez. Donc nous, on demande simplement un droit de réponse, voilà, et qui a diffusé sur le site de la ville. Et ce droit nous est permis par le Code général des collectivités territoriales. Je fais pas cette interprétation, mais bon,
eh bien, nous verrons quelle interprétation le juge administratif en fera. Très bien, ok. Alors, la deuxième question, c'est la vente du terrain de la rue Sanché. Nous vous avons adressé un courrier vous indiquant que nous avions constaté que le terrain situé en façade de la rue Sanché est actuellement proposé à la vente. Ce terrain présente un intérêt stratégique certain pour la commune, dans la mesure où il permettrait de désenclaver les parcelles identifiées dans le plan d'aménagement et de développement durable, PADD, du PLU, comme secteur à urbaniser au lieu dit du Haut-Terroir, en cohérence avec les objectifs municipaux de production de logements à l'horizon 2040. En commission grand projet, vous nous avez indiqué que vous seriez vigilant à la présentation d'une DIA, déclaration d'intention d'aliéner. Pourriez-vous nous indiquer la surface exacte du terrain et le prix proposé par le vendeur lors de votre négociation? Donc là, je rappelle que du coup, on a eu une commission urbanisme, c'était le vendredi 6 juin, donc comme quoi on fait des réunions de commission. Je vous ai quand même donné... Excusez-moi, c'est la seule qui se réunit. Bah non, on fait des commissions de finances aussi, par exemple. Une fois par an, avant le budget. Et puis parce qu'il y a et puis des commissions d'appel d'offres, et puis voilà, non, mais effectivement, sur certains légal, sujets, on en C'est fait. légal, ça, vous ne pouvez pas faire entendre. Bah, donc les autres, on n'est pas obligé, donc on n'en fait pas. Avec des gens de mauvaise foi comme vous, on n'a pas trop envie non plus. Donc, Voilà. Vous voyez que vous êtes plus mauvais que moi. bah non. Bah non. si. Ah non, Bah au moins je tire les conclusions et je vais. Voilà. Alors pour vous répondre, puisque on a déjà évoqué une partie de ces sujets-là, moi je vous ai dit que évidemment si ce terrain était en vente, alors on rentre dans du cas particulier, c'est toujours délicat de diffuser ça aussi sur Facebook, mais bon je vais pas citer le nom de la personne, mais j'ai encore pu échanger suite à votre courrier avec lui en début de semaine. Évidemment ce terrain s'il était amené à être vendu à un prix, on regarderait au niveau de la commune et on débloquerait les crédits pour pouvoir le prendre parce qu'effectivement stratégiquement il est intéressant dans l'opération d'aménagement programmé qui est prévue à cet endroit-là. Ce que je vous ai expliqué aussi en commission, et donc malheureusement pour ce propriétaire qui du coup se retrouve avec ce terrain pour lui c'est un peu compliqué. À aujourd'hui c'est compliqué puisque ça doit être une opération d'ensemble et qu'il y a une problématique sur l'exploitation agricole de l'ensemble des parcelles ici qui font que c'est assez compliqué de mettre en place les choses ici. Et donc moi la discussion que j'avais eue avec lui c'était à court terme s'il veut vraiment le vendre, nous au niveau de la commune on peut regarder sur le prix agricole. Donc c'est pour répondre à votre question, alors j'ai pas au mètre carré près, je l'ai pas là, de toute façon c'est sur le cadastre, vous pouvez le retrouver. En gros, il a 5000 mètres carrés, 2500 sont exploités par les agriculteurs et 2500 pour l'instant sont un peu une friche, dans le sens au niveau pas friche sauvage, on va confondre avec autre chose, c'est la nature a repris ses droits, donc ça lui coûte un peu cher en entretien. Et donc c'est cette partie-là qu'il souhaite vendre, donc pour environ 2500 mètres carrés. Et donc aujourd'hui, on sait que ce genre de terrain, ça va être 18-20 euros le mètre carré. Et dans les discussions que j'avais avec lui pour essayer de lui trouver une solution, j'étais resté sur le prix agricole parce que pour l'instant, c'est un peu ce qui se passe. Donc on est plutôt à 3 euros. Voilà, donc du coup, ça fait un gros écart. Donc je pense malheureusement qu'il va avoir du mal à le vendre. Et s'il arrive à le vendre, ça risque d'être en dessous. Et donc dans ce cas-là, on verra si on se positionne et on réunira la commission d'urbanisme pour recueillir l'avis des uns et des autres pour voir si on bloque quelques dizaines de milliers d'euros sur un terrain où on est en train de le mettre dans notre plan local d'urbanisme, mais je suis assez, je vous avais répondu là-dessus, je suis assez pessimiste sur le fait, et c'est logique parce que des problématiques agricoles qui sont importantes et qui sont importantes en particulier pour l'équipe municipale, j'ai peur que ça se fasse pas demain cette chose, mais ça se fera à mon avis sur le long terme. Il faut trouver une organisation pour que l'exploitation agricole puisse se décaler plus loin. Voilà pour ma réponse sur cette question 2, Monsieur Michon. Oui, je vais redire ce que j'ai dit en commission grand projet. Je suis quand même étonné que dans le PADD, on mette ces terrains comme une des solutions pour construire du logement dont on a besoin, et puis que vous nous disiez, alors qu'on n'a pas encore bouclé le PLU, que vous nous disiez de toute façon, en gros, ça ne se fera pas, quoi. Vous comprenez, c'est un peu, non, c'est surprenant. Ça se fera pas à court terme. Si vous voulez le faire à court terme, il faut vraiment aller au bras de fer, etc. Est-ce que c'est ce que vous souhaitez? Moi, je le souhaite pas, en tout cas. Je pense qu'on a peu d'agriculteurs sur la commune. Mais peut-être que l'évolution des générations, des cultures, etc. fera que dans 5 ans, 10 ans, enfin 20 ans, on est sur le temps long. Peut-être que les choses se feront. Et au moins, le PLU qui est en train d'être terminé, ça fait 15 ans qu'il est en place, on le met sur le prochain parce que peut-être dans les 15 ans, les choses se développent. On est bien d'accord du danger que ça représente par rapport à nos possibilités dans l'avenir des terrains disponibles pour construire. Hein. Ouais. On l'a dit en commission et on est en plein dedans. Là. Oui. On est en plein dedans. Donc on attire aussi votre attention là-dessus. Tout à fait. Et on souhaiterait avoir quand même, si vous voulez pas le donner en conseil municipal, que vous nous le donniez quand même en off le prix du mètre carré qu'ils proposent. Oui. Ok, je vous le dis juste en sortant.
Et enfin, troisième question, plus court, démolition du 1 rue Pasteur. Pourriez-vous nous détailler le calendrier du devenir du bâtiment situé au 1 rue Pasteur, y compris la démolition et l'aménagement du carrefour présenté comme déterminant pour la sécurité et l'aménagement de la place Bordeux? Alors là, on a reçu enfin le diagnostic amiante avant démolition. Il y en avait eu un avant la vente qui s'est faite en janvier. Et là, on a reçu, voilà, je vous dis, lundi ou mardi, le diagnostic amiante. Je vous parlais de problème de logiciel tout à l'heure, là c'est le prestataire qui avait un problème avec son logiciel métier pour nous le fournir, mais il nous avait indiqué, il y a 2 semaines environ, que a priori il y avait presque rien. Donc il y a voilà, juste des matériaux et produits contenant de l'amiante après analyse en laboratoire, des revêtements durs en fibre ciment en dépôt au 2e étage dans les combles d'habitation. Donc c'est une petite ligne en rouge, tout le reste c'est en vert, donc finalement il y en a très très peu. Donc on va donner ces éléments là dans les jours qui viennent à des sociétés qui sont spécialisées en démolition pour avoir un devis, mais qui devrait être raisonnable vu que le vendeur avait déjà enlevé beaucoup d'amiante par ses propres moyens avant de nous faire la vente. Voilà pour les questions. Vous avez une remarque là-dessus, Monsieur Michon? Allez-y. Non, attendez. Vous répondez pas à la question. La question elle est quand même précise. On voudrait. Je vous ai répondu en commission. Je vous ai dit, nous on avance, donc j'espère que ça sera fait. Il n'y a pas de PV de commission. Ah oui. On aimerait que ce soit acté. Oui, parce que vous nous avez dit en commission que ce soit acté dans le procès verbal du conseil municipal. Alors cette maison qui est, donc je vous réponds, cette maison qui est déjà fort déconstruite parce que le propriétaire nous l'avait un peu simplifié les choses pour que ça soit plus facile pour la démolition. Vous avez vu, donc il faut pas aussi qu'elle repasse un hiver puisqu'il y a de l'humidité qui va rentrer dedans. Donc on a l'intention dans les 3-4 mois ici d'acter la démolition et donc de faire quelque chose qui soit voilà, qui donne au moins de la visibilité. Et puis sur le mandat suivant, en tout cas les exercices budgétaires suivants, d'aller plus loin sur l'aménagement du quartier. Et par contre, je vous ai dit également qu'on avait une problématique sur un voisin qui souhaite racheter une bande de terrain sur lequel on devrait pouvoir, je vous le proposerai au prochain conseil municipal, je ne sais pas s'il y aura lieu fin septembre, début octobre, pour qu'on puisse continuer le projet. Donc nous, on vous avait demandé de le laisser en l'état. Oui, puisque voilà. Vous avez annoncé votre départ, ce sera donc plus haut, qui serait maire, ce sera une autre équipe. Donc laisser à l'autre équipe, l'équipe suivante, quelle qu'elle soit, la possibilité de décider du devenir. C'est pas un départ, c'est que je me représente pas, je finis le mandat que les Oisirois ont eu la gentillesse et la confiance de m'accorder en 2020 et en 2024 avec l'équipe ici. Et donc, je prends voilà, j'avais parlé en plus ce projet-là, on en a bien parlé dans la campagne de l'année dernière, donc je considère que j'ai le mandat dessus et je vais continuer à le faire, même si vous êtes certains minoritaires à vouloir faire autre chose à cet endroit-là. Voilà, j'avais reçu une autre question hors délai sur la sécurité, etc. Donc elle était hors délai et donc je considère aussi que j'y ai répondu hier dans mon Facebook Live. Je ne donnerai pas d'autres éléments en public. Éventuellement, je peux vous donner les coordonnées du major de police dont je vous ai parlé hier. Si vous, en tant qu'opposition, vous êtes saisi sur des problèmes de sécurité, je vous le donnerai juste après. Monsieur Mascart. Par rapport à votre Facebook Live d'hier, pardon, une petite question. Est-ce qu'il y a un rapport, c'est-à-dire entre la personne qui a mis un message concernant un rue Pasteur et le bâtiment? Je sais pas, j'ai vu un nom, que va-t-il devenir, le rue Pasteur? Des gens qui sont pressés ou autre? Je sais pas, j'essaie de faire un lien. Je vais pas vous donner le nom non plus en public. Ah, je vais le taire, mais vous irez revérifier, vous verrez. Je sais plus, voilà, mais si vous sous-entendez quelque chose, allez au bout de votre pensée. Écoutez, je suis comme vous, je vais être discret, je ne vais pas citer le nom, je vous laisse le droit de retourner voir votre Facebook et vous verrez. Madame Poulain. Je voudrais quand même faire, alors je vais prendre beaucoup de précautions, mais dans la continuité de ce qu'a dit Roger, refaire quelques remarques sur ces 2 dernières questions là qui viennent d'être présentées et les réponses qui ont été faites. Sur le projet de construction du haut terroir, donc effectivement, c'est un peu l'incompréhension d'avoir ce projet qui soit inscrit au PLU. Donc vous voulez exproprier les agriculteurs en fait. Dans le non mais PADD, vous en parlez à chaque fois quoi. Non, si vous me permettez. Bah non mais soyez clair, vous tournez autour du pot depuis le début. Pourquoi vous coupez la parole? Bah non mais vous détestez qu'on le fasse. Voilà. Et vous me le faites. C'est désagréable. Je suppose que la question et mes propos doivent vous déranger. Pas du tout. Ce que je comprends bien. Je vais poursuivre. Je suis triste pour vous. Plutôt. Non, mais moi je suis pas triste pour moi. J'assume mes propos. J'ai pas de problème avec ça. Je vais simplement vous énumérer un faisceau de faits et d'actions qui ont été les vôtres. Vous avez laissé se vendre, sans préempter, plus de 11 000 m² de terrain aux Argailles, pour une seule construction, alors qu'on aurait pu y faire au moins une trentaine de logements. Sur cette transaction, qui a bénéficié d'un meilleur prix que celui des domaines si le terrain avait été préempté? Et vous voyez très bien où je veux en venir.
Il s'agit d'une élue municipale. Deuxième point. Inquiet, nous avons alerté sur la nécessité de préempter cette parcelle à H27 qui est actuellement à vendre. Vous confirmez en commission que vous allez préempter. Tout à l'heure, vous avez dit on verra si l'occasion se présente. Donc en fait, vous revenez déjà sur ce que vous dites. Puis vous nous dites que finalement ce projet peut-être ne se fera pas ou se fera dans 15 ou 20 ans, on verra. Dans ce projet, voyez le détail on l'a ici, hein, les 2/3 des surfaces appartiennent à la même famille. Et vous savez de laquelle je parle. On en déduit donc que potentiellement ce sont eux qui bloquent le projet, ce qu'on peut comprendre. Enfin, il y a des intérêts différents qui se confrontent. Par ailleurs, cette même personne fait partie de la commission urbanisme. C'est peut-être d'ailleurs pour cette raison-là qu'elle a voulu faire partie de la commission urbanisme, peut-être pour bloquer les projets qui la concernent. Troisième point, vous avez laissé se vendre la parcelle sans préempter toujours à H15, qui est pas loin de chez vous et qui est en construction. Cette parcelle, elle aurait permis de faire une voie de circulation, de travailler l'axe routier de ce projet du Haut-Terroir. Donc finalement, ça confirme un peu que vous entérinez et que vous mettez fin au projet. Donc l'intérêt public, qui voudrait qu'on continue le programme de construction de logements, comme vous y étiez d'ailleurs engagé à le faire, pour compenser l'arrêt de l'extension de la ZAC du Bas-Terroir. Ça devait ramener des recettes supplémentaires à la ville. Ici, vous semblez plutôt agir dans l'intérêt de votre adjointe. Sur le deuxième projet, sur la rue Pasteur, vous évoquez un aspect sécuritaire à la démolition, mais vous ne serez plus là après mars 2026. Visiblement, votre équipe ne semble pas d'accord sur le nom d'un successeur, puisque sinon vous l'auriez déjà dévoilé. Finalement, nous, ce qu'on vous avait demandé, c'était soit de démolir le bâtiment, mais de refaire le carrefour comme vous vous y étiez engagé, puisque utiliser les finances publiques sur votre mandat, mais pas sur celui des autres, puisque sinon vous pouvez bloquer financièrement la prochaine équipe qui arrivera en mairie. Sur ce point-là, vous devez d'abord penser à la bonne utilisation des deniers publics. Voilà, c'est juste un point de cohérence. Mais j'en reviens à la remarque que faisait Roger. Effectivement, le voisin qui veut racheter finalement la bande de 3 mètres du terrain 1 rue Pasteur fait aussi partie des proches d'un membre de votre équipe municipale. Ce qui pourrait finalement expliquer pourquoi vous voudriez absolument démolir sans forcément projet de reconstruction derrière ou de réfection de la voirie. Donc finalement, on a du mal à croire que toutes ces délibérations sont réellement prises dans l'intérêt public, puisqu'en réalité, vous semblez soit tout faire pour freiner les projets de construction, soit au contraire accélérer certaines démolitions au profit des intérêts personnels de vos élus. On a quand même le sentiment que ces projets, c'est une succession de cadeaux à vos soutiens avant de partir. Mais finalement, c'est pas tout en fait, parce que, alors il y a pas longtemps, je me suis branchée sur Radio Chiotte, ça va vous faire rire. J'ai entendu dire que le mari de donc cette adjointe, hein, qui fait donc partie des personnes qui semblent bloquer le projet de construction des logements du Haut-Terroir, va louer une maison qu'il possède à Monsieur Dogimon. Bon, voilà. Alors, ça voudrait dire quoi ? Peut-être deux choses, parce que peut-être que Monsieur Dogimon est pressenti pour la succession en 2026. Hein. On sait qu'il y avait d'autres projets professionnels, donc nul doute que votre annonce de ne pas vous représenter lui aura fait pousser des ailes. Mais aussi, est-ce que ça veut dire que demain, Monsieur Dogimon sera lié ou redevable à l'élu en question, et que, comme vous le faites, peut-être très certainement, il devra un jour lui rendre la monnaie de sa pièce au détriment de l'intérêt de la ville de Oisier. Voilà, mais si vous partez là-dessus, vous commencez bien après 2026. Donc tout ça me semble politiquement bien arrangé, et je comprends votre agacement en début de mon intervention. Donc le faisceau de suspicion étant trop important, et je vais en conclure, nous allons finalement prendre les devants, et je vous informe qu'on va mettre tous ces indices en concordance dans un courrier qu'on adressera à Monsieur le procureur de la République, puisque lui seul saura, mais je n'ai absolument pas la qualité et le niveau pour pouvoir vérifier toutes ces informations-là. En revanche, lui a les pleins pouvoirs pour mener son enquête. Donc, il évaluera le respect ou non de l'intérêt général de vos actions et il clarifiera la situation. C'est tout ce qu'il faut en retenir. Et nous enverrons d'ailleurs une copie du courrier à l'ensemble des conseillers municipaux. Alors, c'est Monsieur Michon, vous cautionnez ce que vient de dire votre voisine? Non, mais je vous demande de hocher la tête. Monsieur Desson, Allez-y, votre micro n'est pas ouvert. Est-ce que je dois vous rappeler
Voilà. Est-ce que je dois vous rappeler que quand vous étiez dans l'opposition, vous ne vous êtes pas gêné pour saisir le procureur de la République? Oui. Je ne vous ai fait là-dessus aucune remarque. J'ai attendu la décision du procureur de la République et je vous enjoins à avoir exactement la même attitude que j'ai eue. Je vous rappelle également que quand il s'agit de voter sur l'achat du 1 rue Pasteur, vous avez tout fait pour que je ne vote pas. Là aussi. Donc, on prend les mêmes précautions que vous, c'est tout. On a été à bonne école. Alors, je suis, du coup, vous voyez bien que ça sert à rien de faire des commissions puisque vous ne vous servez pas de ces réunions pour poser toutes les questions parce que là, vous m'apprenez des choses. Donc, moi, je vais convoquer une réunion d'urbanisme où vous allez m'expliquer tous les éléments là que vous venez de jeter en pâture sur Facebook, à la presse, etc. Vous saluerez Monsieur Bachiri qui est derrière cette haine personnelle contre plusieurs membres des personnes que je salue également. Je le connais assez, je vous connais assez, Madame Poulain, pour savoir que c'est pas vous foncièrement ni Monsieur Michon qui êtes derrière ce genre d'accusation très grave. Non, mais votre micro est coupé parce que je me doutais que vous me couperiez. Oui, malheureusement, ça se voit. Bon, peu importe, vous le dites. Écrivez votre courrier. De toute façon, vous l'enverrez. Vous me l'enverrez également. On répondra. Sur la commission, alors on va pas mélanger les sujets. Sur le 1 rue Pasteur. En commission, j'ai évoqué effectivement que j'ai été très clair, je vous l'ai dit, vous en avez ricané, mais j'ai dit, la personne qui souhaite acheter la parcelle à côté, c'est le fils d'une conseillère municipale qui, le jour du vote, ne prendra pas part au vote, mais ça a du sens de le faire. Ça a été dit en commission, donc ça a été très transparent. Sur le reste, alors, le sujet de l'adjointe, etc., tout le monde a compris qui c'était ici, je ne vais pas dire son nom publiquement, mais il me semble qu'il n'y a aucun conflit d'intérêt sur le sujet. Et de toute façon, en conseil municipal, ça ressortirait, il n'y a pas de vote, il y a des discussions. Et l'histoire de ne pas avoir préempté sur une parcelle, moi, ça me paraît très surprenant comme information, mais je comprends ce que vous venez de dire, mais vous m'apprenez quelque chose s'il y a une vente sur le sujet. Sur le non, mais voilà, et Monsieur Ferenc, qui est adjoint ici à l'urbanisme, voit les DIA comme moi, et je pense pas qu'on ait vu une DIA sur une parcelle là. Mais on va vérifier, on a peut-être manqué de vigilance à ce moment-là. Alors, et la dernière chose, peut-être pour ça, c'est sur le terrain, donc une personne que, en tout cas, Monsieur Michon connaît bien, qui effectivement a acheté le terrain qui est libre sur la rue Michel Sanché. On a regardé parce que effectivement, les héritiers essayaient de vendre ce terrain-là, avaient du mal. Ils en demandaient très cher, donc bon, l'estimation des domaines aurait sans doute revu à la baisse, mais on est quand même dans le quartier pas loin du Marais de Saint-Lenoble, etc., donc ça aurait été une valeur importante. Et on a regardé aussi avec des aménageurs si c'était stratégique de pouvoir faire une route d'accès dans le projet qui était prévu au terroir par ce côté-là, et économiquement, c'était pas facile à faire. Et ensuite, la personne qui a acheté s'est engagée à faire 3 maisons. Et donc, en fait, comme elle fait 3 maisons en succession, le problème qui a été rappelé tout à l'heure de pouvoir faire assez de logements au mètre carré sur Oisier pour revenir à un nombre d'habitants important était réglé. Et donc, moi, j'ai pas préempté parce que je me suis dit, elle fait 3 maisons, cette personne qui a acheté cette parcelle-là. Nous, de toute façon, faire une voie qui permettrait d'arriver à l'arrière de là, on n'en a pas besoin. On a un accès devant par la rue Michel Sanché, par la rue de la Source Bleue, si je dis pas de bêtises. Donc on n'a pas besoin d'aller mettre 300 000 € dans un terrain à cet endroit. Donc effectivement, on n'a pas préempté. Mais on aurait pu discuter tout ça librement dans une réunion de commission qui, je vous le rappelle, se réunissent assez régulièrement, plutôt que de faire croire et d'espérer peut-être faire sensation auprès des habitants. Et, je suis très tranquille sur le fond, mais sur la forme, je vous reconnais bien là. Et quelques mois des élections, je me doutais bien que vous tenteriez un coup bizarre comme celui-ci. Non. On va en arrêter là pour aujourd'hui. Je n'ai plus rien à vous dire. Si vous allez lancer des accusations calomnieuses sur des élus de mon équipe municipale. Et donc, on va clôturer la séance. Voilà, mais on vous entendra pas. Non, c'est bon. On en a assez, là. Bonne soirée à tous. Je vous demande merci de couper la diffusion. Merci. Au revoir. Et c'est très